Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. La commission d'enquête sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale poursuit ses auditions. Aujourd'hui, elle entend le ministre en charge du budget, Bernard Cazeneuve. Depuis la loi sur la régulation des activités bancaires, toutes les banques sont tenues à une double obligation. Rendre compte d'abord des activités de toutes leurs filiales à l'étranger, mais aussi informer le ministère des Finances de tout mouvement financier suspect qu'elle découvrirait. Bien sûr, il s'agit d'engager sur la base de ces déclarations des investigations pour lutter contre la fraude fiscale. Car l'évasion fiscale, son coût est évalué entre 30 et 50 milliards d'euros pour la France, 1000 milliards d'euros pour les 27 pays de l'Union européenne. Alors, le gouvernement veut aller encore plus loin. Il préconise notamment la mise en place d'un parquet financier et l'aggravation des sanctions contre les fraudeurs. L'occasion pour la commission des finances précisément d'en savoir davantage sur ces mesures. Tout de suite donc, direction la salle Médicis pour l'audition du ministre en charge du budget, Bernard Cazeneuve. Très bon après-midi à tous sur notre chaîne. Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre cet après-midi d'audition par celle de Monsieur le ministre Bernard Cazeneuve, Monsieur le ministre, et éventuellement d'ailleurs de ses conseillers. Monsieur le ministre, une audition, enfin un déroulement d'une commission d'enquête, et vous le savez, oblige évidemment à prêter serment. Je vais donc recevoir votre serment. Ce que je vais proposer également dans la mesure où vos conseillers interviendraient, c'est que ceux-ci également prêtent serment, s'ils n'y voient pas d'inconvénient. Je vous demanderai donc alors de nous donner votre nom, votre qualité, tout de suite après l'énoncé du serment. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Bernard Cazeneuve, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Pouvez-vous vous présenter avant que... Bastien Lorca, Direction Générale des Finances Publiques, sous-directeur du contrôle fiscal. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voulez-vous lever la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Marc Amtaz, DGFIP, chef de la mission pilotage au service du contrôle fiscal. Je le jure. Je vais quand même vous redire le serment, car sinon oui. La formule, le respect des formes ne serait pas tout à fait acquis. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Et enfin, monsieur. Frédéric Brédillot, je suis conseiller spécial et chargé de la fiscalité au cabinet de M. Bernard Cazeneuve. Monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Monsieur le ministre, je vous propose que nous procédions comme nous le faisons depuis le début de cette commission, c'est-à-dire par, si vous le souhaitez, un exposé de 10 minutes sur ce que vous souhaitez nous dire sur le thème de nos recherches, de notre enquête. Après quoi, je donnerai la parole à Éric Bocquet, notre rapporteur, qui vous posera les questions qu'il souhaite, et éventuellement, et même j'en suis sûr, par la suite, mes collègues animeront le débat qui se terminera par les dernières questions du rapporteur et éventuellement toute précision que vous jugeriez utile de rajouter. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre hospitalité, votre invitation. Je suis devant vous aujourd'hui dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête à quelques heures de l'ouverture des débats devant le Parlement sur la loi relative à la fraude fiscale et la grande délinquance financière. Et je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange, de pouvoir répondre à vos questions parce que je sais la qualité du travail fait par votre commission, dont j'ai lu parfois le compte-rendu des auditions sur les sujets les plus sensibles, l'implication du rapporteur de votre commission sur ces sujets depuis longtemps, les nombreuses propositions qu'il a pu formuler sur de multiples questions qui touchent à la lutte contre la fraude fiscale en séance et dans ses fonctions de rapporteur de votre commission d'enquête. Et je me réjouis de pouvoir, sur ces propositions et sur celles que contiennent le projet de loi, pouvoir engager l'échange avec vous. Vous me donnez quelques minutes pour introduire le sujet, je vais donc aller à l'essentiel.
de manière à ce que nous puissions prendre le temps du débat et de la réponse aux questions bien légitimes que vous voudrez me poser, en m'excusant par avance si je ne peux pas répondre à un certain nombre de questions qui ne relèvent pas de mon cœur de compétence, mais qui peuvent relever de la compétence de l'administration de Bercy. Et si c'est le cas, je vous proposerai de répondre par écrit dans les heures qui viennent aux questions que vous aurez posées et pour lesquelles un peu d'expertise technique complémentaire sera nécessaire. D'abord, quelques chiffres qui montrent l'équation du sujet. Entre 2011 et 2012, nous avons émis pour 2 milliards de titres de recouvrement et de pénalités à destination de contribuables auteurs de fraude fiscale. Ces titres et pénalités, ces droits et pénalités sont passés de 16 à 18 milliards entre 2011 et 2012. Sur ce montant global, il y a à peu près 6 milliards, soit un gros tiers, qui résulte d'actes de fraude fiscale très significatifs. C'est dire l'importance de l'enjeu, de l'équation qui se présente à nous et l'intérêt que nous avons à nous doter de moyens d'investigation, de contrôle et de recouvrement qui permettent, dans un contexte de crise particulièrement difficile pour les finances publiques, de faire en sorte que ceux qui sont à contravention avec le droit puissent à un moment donné se trouver dans l'obligation de régulariser leur situation, car il n'y a aucune raison que l'effort de redressement des comptes n'associe pas ceux qui, depuis longtemps, ont oublié d'exercer leur devoir de citoyens et de contribuables. Nous avons déjà pris depuis quelques mois de nombreuses dispositions dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012 et de la loi de finances initiale pour 2013, visant à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. Je voudrais rappeler quelques-unes des dispositions que nous avons engagées et faites adopter. Premièrement, pour ce qui concerne les particuliers. Pour des particuliers qui ont déposé des avoirs sur des comptes situés à l'étranger et qui ne seraient pas en situation de rétablir devant l'administration fiscale la traçabilité de ces fonds, un prélèvement à hauteur de 60% des montants déposés sur ces comptes pourrait intervenir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons également pour les entreprises pris un certain nombre de dispositions destinées notamment à mieux lutter contre les transferts de bénéfices vers des pays à fiscalité avantageuse. Vous savez que jusqu'à présent, lorsque il y avait un doute sur les raisons pour lesquelles des transferts étaient intervenus, il appartenait à l'administration fiscale d'établir la preuve de ce transfert sur lequel des interrogations avaient pu naître. Désormais, c'est au contribuable lui-même qu'il appartiendra d'indiquer les raisons pour lesquelles il a été procédé à ces transferts, lorsque l'administration a une interrogation sur les raisons de ces transferts. De la même manière, de manière à éviter qu'il y ait des transferts de bénéfices vers des pays à fiscalité avantageuse et des déductions de charges en France permettant une double optimisation de la situation fiscale d'un certain nombre d'entreprises, il a été décidé de modifier la fiscalité applicable aux intérêts d'emprunt contractés par des entreprises, de manière à ce qu'il n'y ait plus ce double phénomène. Optimisation des bénéfices à l'étranger et optimisation des charges en France. Nous sommes allés beaucoup plus loin encore dans le cadre de la loi bancaire, en obligeant les banques et leurs filiales à déclarer l'ensemble de leurs activités à l'étranger de façon extrêmement détaillée, de manière à ce que nous puissions avoir une meilleure expertise et une meilleure visibilité sur ce qu'est l'activité des banques et de leurs filiales. Et de la même manière, les banques qui constatent des mouvements de fonds dont l'origine peut être considérée comme suspecte peuvent et doivent, je dirais même doivent seulement, mais c'est déjà une obligation forte, communiquer à Tracfin toute information relative à ces mouvements de fonds.
Par ailleurs, nous avons décidé de renforcer encore le dispositif existant à la faveur de la loi qui sera présentée devant le Parlement à partir de demain. Que s'agit-il de faire? Il s'agit d'abord de renforcer les moyens de l'administration fiscale et de la justice en réarticulant le rôle de la justice et de l'administration fiscale de manière à faire en sorte que cette réarticulation permette une plus grande efficience de la lutte contre la fraude, en prenant des dispositions que je veux rappeler. Premier point, lorsque des contribuables indélicats ont utilisé le recours à des sociétés écrans ou à des comptes à l'étranger, les dispositifs mobilisés par la police judiciaire d'enquête fiscale pourront, en termes de garde à vue, capacité d'infiltration, de mobilisation aussi d'écoute, dans le respect bien entendu des règles qui encadrent, respect rigoureux des règles qui encadrent les écoutes judiciaires, la police judiciaire d'enquête fiscale pourra mobiliser ces moyens que jusqu'à présent elle ne pouvait pas mobiliser. De la même manière, nous avons décidé d'inscrire dans la loi des dispositions qui permettront à l'administration fiscale, dès lors qu'elle s'est vue communiquer une liste de façon licite, c'est-à-dire par le truchement de la justice, dont l'origine elle-même ne l'est pas licite, de pouvoir exploiter totalement ces listes, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, la Cour de cassation ayant, dans le cadre d'affaires dont les médias ont amplement rendu compte, refusé que la totalité des éléments communiqués à l'administration de façon licite puisse être exploités par elle, dès lors que la source n'était pas licite. Nous avons pensé qu'il était donc important que dans le texte de loi, des dispositions permettent de ne plus être confrontés à cette difficulté. Par ailleurs, nous avons décidé de pouvoir recouvrer plus facilement les sommes dues par les contribuables auteurs de fraude fiscale dès lors qu'ils ont été identifiés et que les pénalités et autres amendes commencent à s'appliquer à eux. C'est ainsi qu'une personne morale qui s'est livrée à des actions notamment de blanchiment de fraude fiscale pour avoir la totalité de ses biens saisis, et dès lors qu'il s'agira de saisir les biens d'un auteur de fraude fiscale, il pourra être saisi jusqu'à l'assurance vie lorsque nous sommes confrontés à des cas de fraude fiscale de grande ampleur. Je pense que c'est quelques exemples pour vous montrer que c'est un renforcement considérable de l'arsenal juridique qui est présenté, et puis, il faut bien le reconnaître, une pénalisation, dispositif plus répressif que ceux qui existaient jusqu'à présent, puisque les amendes pourront aller jusqu'à 2 millions d'euros et les peines d'emprisonnement à 7 ans. Je voudrais maintenant dire, pour conclure, quelques mots sur deux sujets. Ce qui se passe au plan international et au plan européen. Parce que tout ce que nous ferons au plan français n'aura que peu de portée si nous ne sommes pas capables de créer les conditions d'un arsenal d'instruments, d'actions, d'initiatives de lutte contre la fraude fiscale au plan international et européen qui soit vraiment très efficient. C'est la raison pour laquelle, et le G8 qui vient de se tenir en témoigne, nous avons décidé au plan européen et au plan international de mettre en place des conventions automatiques d'échange d'informations et de faire en sorte que ces conventions automatiques d'échange d'informations permettent entre l'ensemble des pays de l'Union européenne et au plan international d'être garanti que chaque État pourra obtenir de l'autre des informations extrêmement précises concernant les avoirs détenus à l'étranger par des contribuables du ressort territorial du pays demandeur. C'est ce qui a été acté au sein du G8. Et c'est ce que nous voulons mettre en œuvre au sein de l'Union européenne, à la faveur de la renégociation des directives épargne et de la directive anti-blanchiment numéro 4,
en faisant en sorte que, 1, il y ait des conventions automatiques d'échange d'informations harmonisées entre l'ensemble des pays de l'Union, 2, que l'Union européenne puisse signer avec des pays tiers de l'Union européenne des conventions de type FATCA, 3, qu'il y ait une liste européenne d'États et de territoires non coopératifs, parce que une manifestation par l'Europe d'une volonté à la matière sera toujours plus forte que la détermination d'un pays seul de l'Union européenne, eut-il le désir de se positionner en avant-garde. Enfin, je voudrais, après avoir dit quelques mots sur ces aspects internationaux européens de façon très rapide, même s'il y a beaucoup de sujets qui restent encore à travailler, je pense notamment à l'élaboration des registres des trusts. C'est un sujet considérable sur lequel on n'a pas été aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Dire quelques mots sur la régularisation des fraudeurs dans l'attente de la loi. Parce que je lis des choses extrêmement contrastées, comme si volontairement on voulait sur ces sujets entretenir la confusion ou la polémique. Nous avons au gouvernement une idée très claire de ce que nous voulons faire. Et je veux la réexprimer devant votre commission. Sous prétexte que nous allons durcir l'arsenal répressif et pénal, nous n'allons pas tomber dans ce travers qui consisterait à dire aux fraudeurs: écoutez, sous prétexte que nous allons durcir et que par conséquent nous pouvons vous mettre une cellule qui ne sera pas de régularisation, nous allons attendre de vous attraper pour récupérer les sommes que vous nous devez. Ce serait quand même absurde d'être dans une approche exclusivement pénale, alors que le durcissement peut conduire d'ores et déjà des contribuables à régulariser leur situation. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'ils paient leurs impôts et que ce qu'ils doivent au pays puisse être acquitté dans un contexte de redressement des comptes. Mais cela ne peut pas se faire dans n'importe quelles conditions. Cela doit se faire dans des conditions de droit commun, dans des conditions de transparence et dans des conditions qui permettent au Parlement d'avoir à connaître des conditions dans lesquelles ces régularisations s'opèrent. Droit commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contribuables qui veulent se régulariser doivent pouvoir le faire auprès des services de l'administration qui existent depuis longtemps, dont c'est le métier, sans qu'une structure particulière soit créée pour les accueillir. Il y a des structures, des services au sein de la Direction générale des finances publiques, je pense notamment à la Direction nationale de vérification des situations fiscales, qui savent parfaitement faire cela. C'est donc ces services qui sont des services qui fonctionnent d'ores et déjà, qui pourront accueillir ces contribuables. Et le droit commun, ça veut dire aussi que les textes votés par le Parlement et qui définissent le niveau des peines applicables doivent pouvoir être appliqués à ces contribuables lorsqu'ils viennent se mettre en conformité au droit. Je veux rappeler un certain nombre d'éléments sur ces points. Ceux des contribuables qui ne se régularisent pas mais sont attrapés au terme des enquêtes se voient appliquer un niveau de pénalité qui est de 80%. Il est donc normal que ceux qui viennent devant l'administration fiscale, d'eux-mêmes, se voient appliquer des pénalités, elles aussi définies par le législateur, moins importantes que celles qui s'appliquent à ceux qui sont pris en flagrant délit. En même temps, ces pénalités qui s'appliquent à ceux qui viennent se mettre en conformité au droit devant l'administration ne peuvent pas être laissées dans le flou, sans précision, donnant ainsi le sentiment que des transactions s'opèrent dans la plus grande opacité. Il faut qu'il y ait des règles, et que ces règles reprennent ce que le Parlement a voté, et que ces règles s'appliquent à tous les contribuables dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y ait un barème, que ce barème s'applique dans les conditions identiques à des contribuables venant se présenter devant l'administration, parce que le principe d'égalité devant l'impôt doit être appliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que non seulement le droit commun signifiait le passage devant les structures de la Direction générale des finances publiques compétentes, l'application des barèmes votés par le Parlement,
précisées dans leur modalité d'application par une circulaire que je prendrai et dont le Parlement aura à connaître annuellement parce que je rendrai compte chaque année devant le Parlement des conditions dans lesquelles tout cela s'est opéré. Combien de dossiers, combien de personnes, combien de fonds récoltés, quelles conditions de traitement des dossiers en toute transparence. Voilà. Et bien entendu, aucune remise sur le montant des impôts ne sera faite, de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Donc, droit commun, transparence par le rendu qui sera fait devant le Parlement et la mise en place de cette circulaire, et enfin, pas d'anonymat. C'est-à-dire que ceux qui viendront devant l'administration ne viendront pas tester l'eau en y mettant le bout du pied. Non. Ils viendront eux-mêmes, sans le truchement d'un conseil, sans anonymat. Ils présenteront leur situation fiscale, les barèmes leur seront appliqués, ils se mettront en conformité au droit dans les conditions que je viens d'indiquer. Voilà quel est l'esprit de ce que nous voulons faire, de manière à ce que chacun soit invité, dans une période, encore une fois, où il est important que chacun acquitte ce qu'il doit au pays, que nous puissions le faire dans des conditions qui soient transparentes et irréprochables. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la manière dont nous entendons travailler, ce que contient le texte de loi. Et maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe immédiatement la parole à notre rapporteur. C'était clair. Bien, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je repartirai de votre dernier propos à propos des retours de repentis, entre guillemets. Un quotidien national faisait état ce week-end d'un chiffre de 5000 évadés, entre guillemets, qui se seraient présentés à Bercy, qui auraient pris contact avec vos services pour justement régulariser leur situation. Est-ce que vous confirmez, infirmez, ou est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point et en cas de réponse positive, ce que j'imagine qu'elle est, comment les choses se passent-elles? Mais vous avez déjà abordé un peu le sujet. La deuxième question également précise concerne la liste des États non coopératifs. À ma connaissance, elle n'a pas encore été publiée à la date d'aujourd'hui par la France, à ma connaissance. Donc, comment se fait-il? Et est-ce que ce n'est pas, dans ce cas-là, une faiblesse, une difficulté supplémentaire dans l'appréhension de ce difficile sujet? La troisième question, je vous avais fait référence au sommet du G8 qui s'est tenu hier en Irlande du Nord. Donc, j'ai sous les yeux la déclaration finale co-signée par les 8 chefs d'État. Bon, j'ai quand même le sentiment, mais vous me direz si vous partagez ce sentiment, qu'on est encore un peu trop dans la déclaration d'intention. On a des recommandations, hein, les États devraient. On est sur le mode de la recommandation, du conseil, de l'intention. Je pense pas, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de décision actée, précise, engageant la mise en œuvre de procédures effectives, précises à partir d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une déclaration compromis? C'est possible, puisqu'il y a quand même des intérêts, y compris au sein de ces huit États, des intérêts divergents, voire antagoniques parfois. Par exemple, quels ont été les États les plus réticents par rapport à la rédaction de ce texte? Je pense notamment à l'échec par rapport à l'enregistrement des trusts, qui n'a pas été retenu. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un front uni? Alors, au sein de l'Union européenne, la question vaut pour l'Union européenne, mais également au sein de ce G8, au-delà des intentions. Et une quatrième question pour démarrer l'entretien. Nous venons d'entendre à l'instant monsieur Michel Aujean, qui est un ancien directeur des analyses et des politiques fiscales à la Direction générale de la fiscalité de l'Union pour la Commission européenne. Et il nous a cité un cas d'une seule entreprise qui gagnait, entre guillemets, 5,6 milliards d'euros grâce au régime des intérêts notionnels belges. Vous connaissez cette particularité de nos amis et voisins belges, des intérêts notionnels. Avez-vous une estimation du coût pour nos finances publiques de ce régime particulier, des intérêts notionnels, et du régime italien également, qui amène un peu au même résultat? Voilà une première série de 4 questions, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, pour ces questions. Et pour ce qui concerne l'impact de ce dispositif d'intérêt notionnel belge et italien, il s'agit là d'une question qui a été
évoqué à plusieurs reprises dans vos travaux, qui implique pour nous des éléments de retraitement assez complexes qui d'ailleurs ne nous garantissent pas qu'on puisse faire ce calcul et apporter cette réponse de façon extrêmement précise. Les services sont en train de regarder cela et je vous propose dans les meilleurs délais de vous adresser une réponse écrite sur ce point. Ça fait partie des sujets qui appellent, si l'on veut avoir le niveau de précision que l'on doit à une commission, une assemblée parlementaire, un peu d'investigation et de méticulosité. Je propose, sauf à ce que les services aient avancé depuis sur ces sujets pointus, de revenir vers vous, je m'y engage, dans quelques jours, par une réponse écrite, qui pourra d'ailleurs faire l'objet de votre part de demandes complémentaires auxquelles nous répondrons volontiers si nous avons les éléments. Oui, d'accord, parce que vous mesurez bien, Monsieur le Ministre, que l'enjeu est d'importance compte tenu des montants cités. L'enjeu est très important, la mesure est complexe. Et comme l'enjeu est important, la mesure ne peut pas se permettre d'être aléatoire. Et donc je propose qu'on prenne le temps d'apporter une réponse précise à cette question qui, bien entendu, fait sens et est un sujet de préoccupation autant pour vous qu'il l'est pour nous. Pour ce qui concerne maintenant les 5000 noms, si nous avions une idée précise du nombre de personnes susceptibles de se présenter à nous, et du montant que nous sommes susceptibles de récupérer de ces personnes, cela signifierait que nous savons précisément qui fraude et combien chaque fraudeur détient. Je vous confirme que ce n'est pas le cas. Car si c'était le cas sans que nous ayons agi, cela signifierait une forme de défaillance dans nos services qui n'est pas la manière qu'ont nos services d'agir lorsqu'ils savent. Je découvre depuis quelques semaines que je suis à la tête de cette administration la qualité de ceux qui se consacrent à ces tâches, l'exigence qui est d'ailleurs dans la poursuite de ceux qui fraudent et le recouvrement des sommes qu'ils nous doivent. Et pour conséquent, la question que vous posez est une question à laquelle on ne peut répondre qu'année après année en fonction de ce que l'on récupère en raison des dispositifs qu'on a mobilisés. Or, comme nous sommes dans une nouvelle étape législative, que comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous procédons à un renforcement des sanctions susceptibles d'être appliquées à ceux qui fraudent seuls ou en bande organisée, qu'ils soient personnes morales ou personnes physiques. Que d'autre part, ce projet de loi non seulement renforce les peines, mais renforce considérablement les moyens alloués à l'administration de la justice à travers la création du parquet spécialisé. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un élément déterminant de la loi. Ce parquet spécialisé qui va réarticuler le rôle entre les juridictions régionales et le parquet spécialisé en concurrence les uns par rapport aux autres pour être sûr que l'on puisse couvrir le plus largement le territoire et assurer le traitement d'un plus grand nombre de cas, cette nouvelle organisation constitue un élément déterminant porté par le dispositif législatif. Donc nous serons au terme de la mobilisation de tout ça, si c'est 5000, si c'est plus, et nous rendrons compte annuellement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure au Parlement, du nombre de cas, des sommes prélevées, des conditions de traitement et des peines, des pénalités et amendes appliquées à chaque cas. Pour ce qui concerne la liste ETNC, je pense que il serait hautement efficace que nous puissions créer les conditions, compte tenu de la dynamique en cours, des évolutions très importantes en Union européenne, au sein de l'Union européenne, que nous puissions créer les conditions pour que cette liste soit publiée par l'Union elle-même. Ça aurait beaucoup plus de force qu'une publication d'une liste nationale. C'est ce à quoi nous travaillons. Et bien entendu, si nous n'y arrivons pas dans le cadre des dispositions en cours et des dialogues en cours au sein de l'Union européenne, nous prendrons nos propres responsabilités pour publier cette liste en France, dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, à la faveur de l'adoption de la loi, avec un principe simple, qui est qu'il ne suffit pas d'avoir une convention d'échange d'informations avec la France pour ne pas être sur la liste. Convention d'échange d'informations est nécessaire, mais cette convention d'échange d'informations doit conduire à des échanges effectifs d'informations entre les pays les ayant signés. Est-ce que un dispositif dans lequel nous signerions des conventions sans que ces conventions ne soient appliquées, la convention servant d'alibi à ne plus faire figurer tel ou tel pays sur la liste,
avec une effectivité et une opérationnalité très relative de ces conventions, tout cela ne tromperait personne et n'aurait aucune efficience en termes de lutte contre la fraude fiscale. C'est donc non seulement la signature de la convention, mais l'opérationnalité de la convention elle-même qui doit nous guider sur ce point. Pour ce qui concerne le G8, vous avez raison, monsieur le rapporteur, des choses ont été faites, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, pourquoi ? Parce que si la convention automatique d'échange d'informations, grâce notamment aux initiatives prises par les États-Unis qui ont réussi à travers la signature de ces conventions de type FATCA à créer un autre équilibre au plan international. Si tout cela a permis de faire avancer les habitudes, de changer la donne, on voit bien que sur les trusts, sur les registres, sur les déclarations pays par pays, les choses ne peuvent se faire qu'au plan international et qu'il y a encore des interrogations et des réticences qui ont été exprimées d'ailleurs à l'occasion du G8, ce qui a conduit le président de la République française à dire que l'on avait beaucoup progressé, mais que l'on n'avait pas pu aller aussi loin que la France l'aurait souhaité. Donc l'idée ici est bien de continuer à mener ce combat en profitant de la dynamique à l'œuvre au sein de l'Union européenne pour aller au bout des choses, aller au bout du démantèlement des trusts, au bout de la transparence. Un grand pas a été franchi, mais je conviens avec vous, monsieur le rapporteur, qu'il y a encore beaucoup à faire. Monsieur le ministre, en attendant de passer la parole à mes collègues, j'ai à titre personnel 2 questions. Une première qui peut paraître un peu technique, mais qui ne l'est pas tant, qui concerne aussi la transparence des poursuites. Un parquet spécialisé va être créé. Pour autant, lorsqu'on est en matière de fraude fiscale, je ne parle pas de l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, pour autant, lorsqu'on est en matière de fraude fiscale, il ne peut pas y avoir de poursuite sans que l'administration ait auparavant pris l'initiative de saisir la CIF, enfin la Commission des infractions fiscales. Ce qui laisse penser, et même écrire à certains auteurs, qu'il y a un petit manque de transparence, parce qu'en quelque sorte, ma formule est forte, mais l'administration peut choisir ses cibles ou ses victimes. Est-ce que vous n'avez pas l'intention, ou est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de supprimer l'intervention intermédiaire du visa administratif par l'intermédiaire de la Commission des infractions fiscales? Ça, c'est ma première question. La deuxième, elle est plus générale. On a entendu de nombreuses personnes, en particulier une qui était, dont je pense a fait une audition particulièrement claire, qui était M. Perlevade, qui ont attiré notre attention, qui était d'ailleurs sur ce point assez soutenu, sur le fait que on parle quelquefois de l'effet avant des causes, et là, on ne parle pas de l'harmonisation fiscale. On pense que si l'harmonisation fiscale était beaucoup plus étendue, on réglerait beaucoup de problèmes, dont ceux qui nous agitent aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a des actions en cours pour inciter, je me situe qu'au plan européen, si vous le voulez bien, pour simplifier ma question, pour inciter tous nos partenaires européens à parvenir à une harmonisation fiscale acceptable dans un délai bref? Est-ce qu'il y a des actions en cours, ou est-ce qu'il y a des initiatives prévues pour hâter cette harmonisation fiscale qui, me semble-t-il, assécherait beaucoup de problèmes, beaucoup de techniques en matière d'évasion fiscale? Ça, ce sont mes 2 questions. Monsieur le Président, merci beaucoup pour ces 2 questions. Je veux revenir, si vous m'y autorisez, sans perturber la méthode de la commission d'enquête, sur la question des trusts que vous avez évoqués tout à l'heure, pour apporter juste quelques petits compléments d'informations sur des sujets sur lesquels je n'ai rien dit et qui méritent d'être portés à la réflexion collective. D'abord, pour ce qui concerne les trusts, c'est une notion qui n'existe pas en droit français. C'est une notion qui existe essentiellement en droit anglo-saxon. C'est une forme juridique qui est très utilisée dans les pays de droit anglo-saxon, où son usage d'ailleurs n'est pas nécessairement un usage d'intermédiation, d'opacité, pour accompagner des actions de fraude fiscale. Il arrive que les trusts soient utilisés de façon extrêmement positive à des fins caritatives, ça existe. Le G8 malgré les difficultés qui sont posées en raison du positionnement d'un certain nombre de pays sur la publication des registres, prévu quand même des plans d'action internationaux pour identifier les propriétaires des trusts.
ce qui est un premier pas, qui est insuffisant au regard des ambitions que nous pouvons porter ensemble, mais qui est un premier pas qui mérite d'être soulevé. On aurait pu sans doute aller plus loin, mais cette première étape est une étape importante dont il ne faut pas négliger les effets. Je rappelle par ailleurs que sur le sujet de la transparence des structures opaques, ce sujet n'est à l'ordre du jour de la communauté internationale que depuis peu, depuis le G20 de Washington en avril dernier, et qui a pour la première fois posé la question. Et par conséquent, nous avons avancé très vite sur des sujets dont la maturité politique est courte, parce que la question a été posée depuis peu de temps. Et donc nous la France, décidés à être extrêmement offensifs sur ces sujets, et de manière à ce que nous puissions obtenir des résultats. Pour ce qui concerne les deux questions que vous posez, Monsieur le Président, c'est-à-dire la CIF et l'harmonisation fiscale, nous pensons que ce qui compte, c'est de ne laisser aucun interstice aux fraudeurs et de faire en sorte que l'articulation entre l'administration fiscale et la justice soit optimisée de manière à ce que l'action conjuguée de la justice et de l'administration fiscale fasse peser sur le fraudeur une pression dissuasive et lorsque l'acte est constaté, une action répressive qui permette de dissuader ceux qui, voyant la répression se déployer, pourraient être tentés de faire de même. Pourquoi est-ce que je tiens beaucoup à cette articulation et comment nous procéder pour faire en sorte que cette articulation soit plus efficiente? Je tiens beaucoup à cette articulation parce que le temps d'action de l'administration fiscale est un temps court. Entre le moment où l'administration fiscale constate la fraude, elle est armée pour le faire, et le moment où elle demande au contribuable de bien vouloir payer les sommes dues, il s'écoule moins de temps que lorsque le temps judiciaire est mis en mouvement. Et par conséquent, nous devons avoir cette rapidité d'intervention. Parce que cette rapidité d'intervention-là, elle est la garantie, que le fraudeur n'aura pas le temps de prendre le temps de nous faire oublier ce qu'il nous doit. C'est important. 2, que dès lors que la fraude est constatée, que le niveau des amendes et pénalités qui est susceptible d'être appliqué aux fraudeurs, on peut appliquer rapidement le montant maximal d'amende et de pénalité. Je veux quand même signaler que le montant de peine le plus important appliqué par l'administration fiscale au cours des dernières années était de 65 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien. On voit bien le niveau de peine qui est susceptible d'être appliqué aux fraudeurs par l'administration fiscale. Et quand on regarde la moyenne des peines sous forme d'amende et de pénalité, c'est quand même très significatif. Donc on a intérêt à ce temps court et à ce niveau de peine rapide. Et en même temps, dès lors que l'administration fiscale constate qu'il faut aller devant la justice, il faut que nous soyons garantis d'une fluidité du passage et d'une transparence du passage de l'administration fiscale vers la justice. C'est la raison pour laquelle, concernant le rôle et la composition de la commission des infractions fiscales, je suis pour ma part très favorable à ce qu'il soit rendu compte devant le Parlement dans des conditions peut-être que la discussion parlementaire permettra de préciser de la manière dont la commission des infractions fiscales examine des dossiers qui lui sont transmis et décide ou non de les transmettre à la justice. Je veux quand même dire que l'administration fiscale transmet 1 millier de dossiers par an et que la commission des infractions fiscales décide de ne pas donner suite à peu près 10% de ce volume global de dossiers transmis, ce qui signifie que l'administration fiscale est quand même extrêmement sévère au regard de ce que apprécient parfois les magistrats de la Cour des comptes et du Conseil d'État qui sont membres de la Commission des infractions fiscales, que je comprends qu'il serait légitime de rendre compte des raisons pour lesquelles ce pourcentage de dossiers a échappé à la transmission par la Commission des infractions fiscales aux juges judiciaires. Permettez-moi tout de même, tout à fait, 1000 saisines de la CIF, mais au regard du nombre de contrôles, la CIF est très peu saisie. Et le procureur qui assiste quelquefois aux audiences du tribunal de commerce peut être témoin de choses qui posent problème au niveau fiscal. Et il serait certainement intéressant qu'il lui aussi puisse déclencher les poursuites. Monsieur le Président, 2 remarques.
D'abord, pour ce qui concerne les chiffres précis, le nombre de dossiers transmis l'an dernier à la CIF, 1126. Le nombre de dossiers transmis par la CIF au juge, 987. Donc les 10% sont à peu près là. Beaucoup des dossiers qui ont été contrôlés et non transmis à la CIF sont malgré tout des dossiers qui ont fait l'objet d'une sanction à caractère pénal sous forme d'amende et de pénalité parfois extrêmement lourde par l'administration fiscale. Et je veux rappeler d'ailleurs que la peine en forme d'amende ou de pénalité applicable aux fraudeurs par l'administration fiscale a au sens juridique du terme la portée de la sanction pénale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je trouve très absurde tout ce dialogue qui se noue sur peut-on garantir l'impunité pénale aux fraudeurs. Mais de toute façon, le fraudeur qui vient devant l'administration fiscale et qui se voit appliquer une peine et une amende est un fraudeur qui fait l'objet d'une sanction pénale, puisque l'amende et la peine ont valeur et portée de la sanction pénale. La question n'est pas de savoir s'il échappe à la sanction pénale ou pas, la question est de savoir s'il échappe à la procédure judiciaire ou pas. Mais je veux dire, il y a une gradation toujours entre la faute commise et la sanction appliquée. Cette gradation d'ailleurs est en droit une garantie du respect des libertés publiques, des principes qui régissent le droit en France et de la qualité du fonctionnement de la justice. Nous aurions une embolisation de la justice si nous cherchions à échapper à ce principe de proportion et si nous cherchions systématiquement à pénaliser. Donc il faut que nous ayons bien à l'esprit que les 1000 dossiers qui sont transmis à la CIF ne signifient pas qu'il n'y a que 1000 dossiers qui fassent l'objet d'une sanction pénale. Parce qu'il y a tout l'amont, et l'amont, parfois, en termes d'amende, qui ont valeur, encore une fois, de peine, au sens pénal du terme, ces dossiers sont parfois très lourdement sanctionnés. 1000 dossiers, c'est quand même pas résiduel. Parce que tous les contrôles ne décèlent pas de la fraude. Parmi ceux qui décèlent de la fraude, beaucoup font l'objet des sanctions que j'indiquais. Et il y en a quand même 1000 qui passent à travers la CIF. 10% sont rejetés. Et ensuite, le juge poursuit. Je dois dire que parmi le millier de dossiers qui fait l'objet de poursuites pénales, le nombre de ceux qui aboutissent à des peines privation de liberté sont peu nombreux. Ce qui signifie qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la nature de la procédure et la sévérité de la peine enclenchée. Donc ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait une administration pénale qui puisse agir vite, qui puisse pénaliser financièrement au bon niveau, c'est-à-dire sévèrement, et que tout ce qui relève de la compétence de la justice ne lui échappe pas, que les juges aient les moyens de travailler de façon indépendante en étant armés, d'où la création du parquet spécialisé, et que les conditions dans lesquelles fonctionne la commission des infractions fiscales soient transparentes. Donc pour ce qui concerne la composition, comme pour ce qui concerne les conditions de restitution au Parlement des critères à partir desquels la CIF agit et le rendu de l'activité de la CIF est possible devant le Parlement si les parlementaires le souhaitent. Et en tous les cas, dans ma responsabilité de ministre du Budget, je ferai toujours en sorte que cela soit possible. Par ailleurs, j'ajoute qu'une autorité judiciaire, c'est l'article L101 du livre des procédures fiscales qui soupçonne une fraude fiscale, doit immédiatement saisir l'administration fiscale de manière à ce que celle-ci puisse diligenter ce qui doit l'être pour mettre fin à cette contravention au droit. Donc on n'est pas sans lien entre l'administration fiscale et le pouvoir judiciaire. J'ajoute que depuis l'arrêt Talmont de la Cour de cassation, le juge judiciaire a la possibilité de se saisir et d'instruire de toute infraction relevant du blanchiment de fraude fiscale sans que l'administration fiscale elle-même n'ait eu à agir préalablement. Donc on est aujourd'hui dans une autre articulation justice administration fiscale. C'est la raison pour laquelle le projet de loi, plutôt que d'opposer l'action de la justice à celle de l'administration fiscale, l'articule, lui donne de la force, de la puissance, et cette force et cette puissance, cette articulation sont, à mon avis, beaucoup plus dissuasives pour le contrevenant que ne le serait une opposition entre ce que l'administration fiscale enclenche et ce que le juge pourrait
lui-même déclenché. Pour ce qui concerne l'harmonisation fiscale, question essentielle, sur laquelle nous sommes mobilisés dans le cadre des réflexions conduites notamment par le commissaire Chemeta, dans le cadre notamment de ce qui se passe autour de l'impôt sur les sociétés, Axis, etc. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à notre collègue Nathalie Goulet. Voulez-vous, Monsieur le Ministre, que nous regroupions les questions avec celles de Philippe Dominati? Allez-y. Oui, Monsieur le Ministre, merci pour ces propos. Vous savez combien le Sénat et la première commission avaient déjà travaillé sur ces sujets, et voir arriver un texte que nous allons voter bientôt est quand même une très bonne nouvelle. Moi, je voudrais vous poser deux questions. L'une sur l'État actionnaire, parce que l'Agence pour les participations de l'État regroupe à peu près 134 milliards d'euros dans des sociétés multiples et variées. Et nous avons auditionné il y a 15 jours le responsable de l'Agence des participations de l'État, et il semblerait qu'à certains égards, l'État soit parfois un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il est actionnaire d'un côté et en même temps il a un autre rôle en matière fiscale. Donc nous avions proposé lors de la précédente commission d'enquête que l'Agence pour les participations de l'État puisse établir un rapport au Parlement sur la situation des sociétés dont l'État était actionnaire. Comment voyez-vous l'évolution de cette proposition, notamment par l'utilisation dans les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire de schémas d'optimisation fiscale? Ça me semble important que le Parlement soit bien informé sur l'État actionnaire en dehors du jaune budgétaire que nous avons, mais aussi sur la fiscalité des entreprises dont l'État est actionnaire. La deuxième question est directement liée à l'audition que nous venons d'avoir et rejoint les propositions qui avaient été faites notamment dans le projet de loi sur la modernisation de l'économie. Il s'agit de créer un pôle universitaire de fiscalité internationale, notamment vraisemblablement sous l'égide de recherche fiscale. Merci. De recherche sur la fiscalité, parce que dans l'ensemble des auditions que nous avons eues et parmi les écueils se trouvent les difficultés de cerner et d'appréhender la fraude. Notamment pour les prix de transfert, on en avait parlé la dernière fois lorsque nous avons évoqué l'efficacité des conventions fiscales, et le problème de la formation des personnels qui vont avoir à être compétents pour appréhender la fraude fiscale est extrêmement important, d'autant que cette fraude s'internationalise, etc. Donc, comment voyez-vous, et est-ce que vous pourrez soutenir ce projet de création d'un centre scientifique sur la fiscalité internationale qui serait à Paris ou en province? Je crois que cet aspect de formation de nos agents dans cette guerre de l'obus et du blindage est extrêmement importante. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, j'aimerais profiter de votre audition pour avoir votre sentiment. Votre sentiment d'abord sur le rôle des banques en France, puisque c'est un secteur qui préoccupe tous les gouvernements depuis 2008, en tout cas depuis la crise financière. On a déjà eu l'occasion de faire un certain nombre d'auditions. Mais je voudrais connaître votre sentiment d'une part sur le rôle des banques nationales, qui très souvent ont des liens assez étroits avec l'État, c'est tout à fait naturel. Il y a eu la loi de régularisation. Et quel est le rôle des banques nationales et votre appréciation du secteur bancaire national dans l'éventuelle évasion des capitaux? Deuxièmement, le rôle des banques étrangères sur le territoire national, puisqu'il y a un certain nombre d'exemples. Nous avons eu au cours de la dernière commission d'enquête un certain nombre d'exemples particuliers, mais il semblerait qu'il y ait des éléments nouveaux qui ont eu lieu. Donc pouvez-vous nous informer sur le sentiment de votre administration vis-à-vis du rôle des banques? Le titre de la commission, c'est les acteurs financiers aussi. Alors, à côté des banques, est-ce qu'il y a des secteurs financiers dans notre pays qui sont particulièrement, je dirais, pas
citoyens pour verser les impôts qui sont dus à l'État? Est-ce que vous ciblez par certains secteurs financiers particuliers? Enfin, vous avez donné le sentiment sur votre administration, sur l'efficacité de votre administration. Le mot efficacité est dans le titre de la commission. Est-ce que vous estimez que la France dispose d'un dispositif et d'une administration relativement performante pour lutter contre l'évasion fiscale? Ça avait été l'une des préoccupations de notre dernière commission. Je pense qu'il y a une dynamique qui a été établie depuis 2008. Est-ce que vous vous sentez dans la continuité de cette dynamique ou vous avez trouvé des aspects ou des grands manques qui vous permettraient d'être en rupture politique et éventuellement d'aller dans d'autres propositions par rapport à ce qui s'est fait depuis la crise financière de 2008? Enfin, j'ai noté que hier ou avant-hier, au G8, le président de la République, qui était offensif dans ce domaine, s'est fait reprocher par certains chefs d'État, je dirais, l'existence de nos propres paradis fiscaux. Est-ce que cela entraîne pour vous une action particulière, puisque, alors, est-ce à tort, est-ce à raison? Ça, franchement, là aussi, vous avez peut-être une appréciation, mais j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de chefs d'État nous ont demandé de revoir la situation d'Andorre, de Monaco. Est-ce que ça va déclencher de votre part une action particulière? Voilà quels étaient les sentiments que je voulais avoir de votre part sur ce sujet. Merci. Monsieur le ministre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose également de grouper la question de notre collègue Chiron. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ça va dans le sens de notre collègue Dominati. Est-ce que vos services vont faire une action relativement forte à partir des connaissances qu'ils vont avoir du milieu bancaire dans les mois qui viennent, puisqu'ils doivent faire un certain nombre de déclarations? Est-ce que ces relations entre l'administration fiscale et les banques françaises, au moins, vont permettre de regarder, de voir, de connaître comment les banques françaises ont pu accompagner, je dirais, alors on va parler d'optimisation qui peuvent se transformer en évasion, qui elles-mêmes se transformer en fraude, parce qu'on sait que tout ça c'est lié. Bon, dans les États qui n'appliquent pas une véritable, je dirais, transparence, et voir comment nos propres banques ont pu accompagner ces dérives, je dirais, et quels moyens elles ont utilisés dans ces pays-là. Sachant qu'on nous a dit quelque chose de récemment, qui nous ont interrogés, c'est qu'on ne peut pas demander, certains États, on se met en infraction si on demande à sa propre filiale comment on gère les comptes des citoyens, mettons, français qui sont allés transférer un certain nombre de sommes dans ces pays-là, notamment la Suisse. Quelqu'un qui travaille pour la banque française X à Genève ne peut pas divulguer la façon dont il travaille pour un citoyen français qui aurait des comptes en Suisse. Donc est-ce que c'est la même chose au Luxembourg? Est-ce que c'est la même chose en Irlande? Voilà. C'est un peu les questions que je pose, parce que les banques françaises vont bien devoir, à un moment donné, expliquer leur fonctionnement et leur accompagnement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Le champ des questions est large aussi. Je vous propose d'y répondre maintenant, puis après, nous terminerons cette audition par différentes questions qui restent en suspens de notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par les questions de Madame Goulet pour ce qui concerne tout d'abord la situation des entreprises publiques au regard des entreprises privées. Et pour nous, la loi fiscale est la même pour toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Je dirais même que il y a un devoir supplémentaire des entreprises publiques de se conformer au droit. L'État est garant de la bonne application du droit en France avec les juges. Il serait quand même paradoxal que des entreprises
au capital desquelles se trouve l'État soient moins vertueuses, alors que l'État, comme actionnaire, a la possibilité d'exercer un regard extrêmement précis sur les conditions dans lesquelles ces entreprises fonctionnent, que les entreprises privées. Donc, la loi fiscale est la même pour toutes les entreprises, que l'État soit leur actionnaire ou qu'il s'agisse d'entreprises intégralement détenues par des actionnaires privés. Ça signifie quoi? Ça signifie d'une part que la loi fiscale doit naturellement être appliquée avec la même sévérité à l'encontre des entreprises publiques que des autres, et d'autre part que ces entreprises bénéficient, comme les autres, du bénéfice d'un certain nombre de règles. Je pense notamment au secret fiscal. Mais je vais plus loin encore en vous disant que ces entreprises doivent être, parce que l'État se trouve à leur capital, particulièrement vertueuses. Nous sommes là aussi dans une situation nouvelle, avec l'évolution des esprits et des exigences exprimées non seulement par les organisations gouvernementales, mais par un certain nombre d'États eux-mêmes, dont la France, au sein des instances internationales et européennes. Je pense notamment à tout ce qui concerne le reporting pays par pays. Vous avez vu que dans la loi bancaire, ce principe a été inscrit. Il a été inscrit sous condition que l'Union européenne en accepte le principe. Nous sommes très favorables à ce qu'on puisse progressivement avancer vers le reporting pays par pays. Mais en même temps, nous sommes très soucieux de faire en sorte que la France ne soit pas seule à le faire. Parce que si la France est seule à le faire, là où les autres ont décidé de s'en dispenser, nous allons exposer nos entreprises, sous prétexte que nous voudrions être à l'avant-garde, à des conséquences qui pourraient être pour elles préjudiciables. Donc il faut toujours être à l'avant-garde. Il faut faire en sorte que sur ces sujets, les choses progressent. Mais nous ne pouvons pas non plus exposer nos seuls intérêts là où les autres nous regarderaient le faire tranquillement, sans bouger, sans accepter de se conformer aux mêmes règles que celles que nous imposerions à nous-mêmes. Donc il y a des sujets sur lesquels on ne peut progresser que dès lors qu'on est dans un cadre européen et international. Et notre rôle à nous, il est double: faire en sorte que dans le cadre européen et le cadre international, les lignes bougent, et faire tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, sans attendre les autres, pour que les lignes bougent, à condition que ce que nous décidons de faire seuls ne soit pas de nature à porter atteinte aux intérêts de notre économie et de nos entreprises. Vous me posez ensuite la question de savoir ce que nous comptons faire pour nos propres paradis fiscaux. C'est M. Dominati qui me pose cette question. Et il y a une différence entre des paradis fiscaux qui sont à proximité de la France et des paradis fiscaux qui sont partie intégrante d'États ou liés à eux par des liens qui sont des liens que je qualifierais de liens ombilicaux. Monaco et Andorre sont des territoires et des États souverains. Ce n'est pas le cas d'un certain nombre de paradis fiscaux qui dépendent de la couronne britannique. Ils ne sont pas du tout dans la même relation avec la couronne britannique que nous sommes avec ces territoires. Et pourtant, nous pensons qu'il faut agir sur tous les paradis fiscaux. C'est la raison pour laquelle il y aurait de la force, du sens à ce qu'il y ait une liste ETNC européenne. Et que cette liste témoigne de la volonté de l'Europe d'éradiquer partout les paradis fiscaux qui dépendent d'elle. Et l'ayant fait, elle aurait de la force pour faire en sorte qu'au plan international, les choses puissent évoluer et bouger. Donc la position de la France est très claire. Nous souhaitons durcir la liste. La convention d'échange d'informations ne suffit pas. Il faut qu'elle soit effective. Et nous pensons qu'il y aurait vraiment du sens et de la force à faire cela au plan européen. Je veux préciser que les relations d'ailleurs fiscales entre la France et Monaco sont depuis 1963 garantes de l'absence d'optimisation. Donc avant même que je ne sois né, les choses avaient déjà progressé. Et Monaco a été évalué de manière plutôt satisfaisante par le Forum mondial récemment, en raison des progrès qui ont été accomplis. Et il faut là aussi être extrêmement précis dans les terminologies, parce qu'il y a un certain nombre de paradis fiscaux qui méritent ce qualificatif, mais
lorsque l'on emploie ce terme de paradis fiscaux pour Andorre et Monaco, on est dans la simplification. En réalité, compte tenu des évolutions que je viens d'indiquer là, et nous avons encore récemment signé des conventions avec Andorre pour progresser dans la transparence, compte tenu de ce qui s'est passé, on ne peut plus qualifier aujourd'hui Monaco et Andorre de paradis fiscaux au même sens que le sont d'autres paradis fiscaux. Comment? Oui, voilà. Non mais, de notre point de vue... D'accord, mais je précise quelle est la nature des relations juridiques qui ont été nouées avec ces États, qui sont des États souverains, comment nous les avons traités, quelles sont les évolutions conventionnelles qui sont intervenues, et qui, au regard de notre propre situation, ne les placent pas en comparaison avec d'autres paradis fiscaux. Oui, Monsieur le ministre, si je peux me permettre, oui, quel est le statut de ces deux territoires évoqués au regard du GAFI, notamment, et sa liste des territoires non coopératifs? Alors, je vais vous laisser répondre au regard du GAFI, parce que moi, je n'ai pas la réponse technique, là. Je ne l'ai pas. Hein, je ne veux pas vous raconter de choses qui ne soient pas justes. Je n'ai pas cette réponse. Le GAFI, c'est un critère. Les critères qu'utilise le GAFI sont des critères de blanchiment. Oui. Ce ne sont pas des critères à proprement fiscaux. Donc, sur ce point-là, précisément, moi, je ne peux pas apporter cette réponse autre que celle que je viens de vous dire. C'est-à-dire, encore une fois, les critères à partir desquels le GAFI se positionne sont des critères de blanchiment, ce ne sont pas des critères paradis fiscaux. Mais je peux, si vous voulez, regarder cette question et vous l'apporter ultérieurement, je ne l'ai pas là. Alors, ensuite, vous me posez la question des banques, de la finance, de l'efficacité de l'administration. Pour ce qui concerne les banques et la finance, les choses ont beaucoup évolué au cours des derniers mois. Vous avez voté une loi, mesdames, messieurs les sénateurs, qui change considérablement la relation de l'État, des organismes de contrôle, de l'administration fiscale aux banques sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Avant le vote de la loi bancaire, il n'y avait pas d'obligation pour les banques de déclarer à Tracfin les mouvements suspects ayant transité par les banques, et l'administration de Bercy n'avait pas la possibilité de connaître de ces mouvements. Nous sommes très vigilants à ce qu'aucun de ces mouvements n'échappe à l'obligation de signalisation. Et il y a un gros travail qui est fait par Tracfin de ce point de vue-là, dans le cadre des règles qui régissent le fonctionnement de Tracfin, et qui témoigne d'une efficacité qui monte en puissance. La loi bancaire, par ailleurs, oblige l'ensemble des filiales des banques à déclarer leurs activités à l'étranger. Et par ailleurs, nous complétons les dispositions de la loi bancaire par des dispositions contenues dans la loi dont vous aurez à débattre dans les semaines qui viennent, qui condamnent toute action commise par des conseils ou des banques en termes d'optimisation fiscale qui conduirait les banques ou les conseils à franchir la ligne qui sépare l'optimisation fiscale de la fraude fiscale. Donc les banques elles-mêmes, dans les conseils qu'elles dispensent à leurs clients, seront appelées à davantage de vigilance demain que par le passé. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui changent considérablement le rôle de l'administration fiscale face aux banques, qui conduisent à un ensemble d'obligations des banques à l'égard de l'administration qui sont des obligations qui jusqu'à présent n'existaient pas. Et pour ce qui concerne l'efficacité de l'administration, il y a une caractéristique de l'administration de Bercy, quelles que soient les critiques qu'on peut lui apporter, qu'il m'arrive de lire véhiculées par votre presse. C'est que cette administration est une administration qui a un haut sens de l'intérêt général et qui a un sens du droit qui l'a conduit parfois à l'appliquer de façon extrêmement rigoureuse et juste. J'entends plus de critiques sur l'excès de rigueur et de contrôle globalement que sur l'excès de laxisme, même s'il arrive que sur certains sujets, on pointe telle ou telle interrogation. Donc moi je considère, je ne le dis pas parce que je suis à la tête de cette administration, que c'est une administration efficace, performante, exigeante, qui a un haut sens de l'intérêt général, qui est pétrie de la culture de l'impôt au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la manifestation par les citoyens à travers leurs contributions, de leur désir de contribuer au fonctionnement des services publics et d'assurer un haut niveau de protection sociale,
Et tout cela se fait avec une culture de l'administration de Bercy, l'administration fiscale, qui est une culture de l'exigence et hautement professionnelle. J'ai répondu en même temps à vos questions, je crois, Monsieur Chiron. Monsieur le ministre, je vous remercie d'abord de vous prêter un dépassement de l'horaire. Alors, je vous propose de transiger en quelque sorte sur ce point et de nous laisser 10 minutes qui permettront peut-être de répondre, d'obtenir les réponses aux dernières questions de notre rapporteur. Bien, Monsieur le ministre, à votre place, la semaine dernière, nous avons auditionné Monsieur Condamin-Gerbier, dont vous avez entendu parler des propos qu'il a pu tenir devant la Commission. Est-ce que ces déclarations vous ont amené à prendre des dispositions au niveau de votre ministère par rapport aux déclarations faites de l'existence d'une liste de personnalités politiques de premier plan qui détiendraient donc des comptes en Suisse? Donc est-ce que ça vous amène à prendre des initiatives suite à cela? Par ailleurs, la presse bruise beaucoup ces temps-ci d'échos divers sur le sujet et on ne peut pas s'en étonner, il faut même, je crois, s'en féliciter. Il se dit notamment que l'entourage du président de la République, dès le mois de décembre, aurait été informé de la situation exacte de votre prédécesseur dans ses fonctions. Est-ce que vous savez si votre prédécesseur a pu avoir un contact avec quiconque au ministère de l'économie et des finances sur ce sujet? Et est-ce que vous approuvez les conditions dans lesquelles l'échange d'informations avec la Suisse a été conduit, puisqu'il s'est avéré quand même que des questions restaient en suspens? Et par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer si on a pris soin de consulter Tracfin pour vérifier l'existence de signalements portant sur l'existence de ces comptes de votre prédécesseur, et cette précaution a-t-elle également été prise pour des ministres actuellement en exercice? Ensuite, je voudrais revenir sur l'enquête Offshore Leaks du mois d'avril. Est-ce que vous pourriez nous indiquer si vous constatez un afflux de déclarations? On a évoqué les retours de repentis, entre guillemets, ces derniers temps. Est-ce qu'il y aurait un lien? Et quelles dispositions avez-vous prises pour répondre fiscalement à cette éventuelle situation? Et pourriez-vous nous préciser, s'il vous plaît, la nature et les enjeux de ces déclarations tardives? Enfin, avant dernière question, est-ce que vous pourriez nous indiquer le montant des redressements fiscaux appliqués? Pardonnez-moi, Monsieur le rapporteur, Oui. est-ce que vous pouvez préciser cette dernière question pour que je sois sûr de l'avoir bien comprise? Alors, à propos d'Offshore Leaks, Oui. Donc pouvez-vous nous indiquer si vous constatez un afflux de déclarations d'avoirs à l'étranger depuis la publication de cette enquête et quelles dispositions vous avez pu prendre pour répondre fiscalement à cette éventuelle situation, et donc nous préciser en même temps la nature et les enjeux de ces déclarations tardives? Ensuite, indiquer également le montant des redressements fiscaux appliqués aux contribuables dits à fort enjeu, aux personnes sensibles, ainsi que l'évolution des transactions conclues avec ces deux catégories de contribuables. Enfin, une dernière question pour l'avenir peut-être. Il y a, je crois, dans les tuyaux un projet de réforme de la DGFiP, des réformes en profondeur pour garantir l'absolue indépendance de cette direction. Est-ce que nous pourriez dire où nous en sommes exactement de cette réforme? Merci. Il est évident, Monsieur le ministre, que vous pouvez prendre plus de 10 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais commencer par la première question qui est relative aux déclarations de Monsieur Condamin-Gerbier devant votre commission. Mais je crois savoir qu'il n'a pas fait ces déclarations simplement devant votre commission. Première fois ici, il en a fait ailleurs, je crois. J'ai invité ce matin M. Condamin-Gerbier à se rendre au 139 rue de Bercy, de manière à bien vouloir communiquer cette liste. Si M. Condamin-Gerbier a une liste, qu'il la communique. Et nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de délation. Nous sommes dans un état de droit où le droit doit passer lorsque l'infraction est commise. Nous ne sommes pas par conséquent dans un état de rumeur, où on peut jeter en pâture la réputation de tel ou tel, sans preuve, parce qu'on a décidé de se faire une réputation, une autorité. Donc, il n'y a pas eu de contact, Monsieur le Ministre? J'ai demandé à M. Condamin-Gerbier de bien vouloir déposer cette liste à Bercy. Je l'ai fait publiquement. C'est susceptible d'être retrouvé sur Internet. Et en même temps, il faut que je le fasse dans le respect scrupuleux du droit, parce qu'il
il n'a pas échappé à votre sagacité, monsieur le sénateur, que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs, que monsieur Condamine-Gerbier a, je crois, été auditionné par un juge, et que j'ai cru comprendre à travers des éléments de presse qu'il doit l'être de nouveau. Et par conséquent, nous devons tout faire pour que les initiatives prises par Bercy, s'il doit y en avoir, respectent rigoureusement les prérogatives de la justice dont nous n'avons pas à entraver les enquêtes. Et par ailleurs, il faut aussi que nous puissions, sur ces sujets, dès lors que nous avons les éléments, pouvoir enquêter. Moi, je souhaite les avoir. Il s'avère que ce n'est pas moi qui les détiens, que c'est M. Condamine. Quand je dis je souhaite les avoir, moi, je n'ai pas à les connaître, mais l'administration de Bercy doit pouvoir en disposer. Donc, j'invite ce monsieur, s'il a des listes avec des preuves, à les communiquer à Bercy. Et l'administration compétente de Bercy procédera à l'ensemble des investigations qui relèvent de ses compétences, de manière à pouvoir faire son travail conformément aux règles de droit qui régissent le fonctionnement de cette administration lorsqu'elle a à connaître d'éléments de fraude fiscale. Mais on ne peut pas reprocher à notre administration de ne pas être détentrice d'éléments qu'on ne lui a pas transmis et qu'elle souhaiterait obtenir de la part de ceux qui détiennent ces éléments. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Bercy ne dispose d'aucune information corroborant ces déclarations. Mais monsieur Condamine-Gerbier a été invité par moi ce matin à venir, parce que cela dure depuis quelques jours, à venir transmettre cette liste à l'administration de Bercy, de manière à ce que l'administration de Bercy compétente puisse procéder aux investigations qui relèvent de ses prérogatives conformément au droit. Je considère que sur ces sujets-là, la plus grande rigueur doit s'appliquer. L'état de droit, encore une fois, n'est ni un état de délation, ni un état de rumeur. S'il y a des éléments, des preuves, ils doivent être communiqués à l'administration compétente, et l'administration compétente procédera, je m'y engage solennellement devant votre commission, à toutes les investigations qui doivent être conduites. Il y a eu réponse de M. Condamine-Gerbier pour l'instant? À ma connaissance, il ne s'est pas présenté devant les services, mais s'il l'avait fait, je n'aurais pas à en connaître. Car les services, lorsqu'ils disposent d'éléments de ce type, font normalement leur travail en toute indépendance et sans recevoir de ma part d'instructions, parce que c'est aussi un élément auquel je tiens et auquel je dois me conformer. Et je m'y conforme rigoureusement. C'est ainsi que fonctionne bien l'administration lorsqu'elle fait son travail dans le respect rigoureux de la règle de droit. Est-ce que M. Condamine-Gerbier, comment dirais-je, dispose de mesures de protection particulières? Vous savez qu'il a fait état d'un climat particulier autour de sa personne, voire de menaces. Est-ce que des mesures de protection éventuelles auraient été prises pour le libérer un peu de ses contraintes? Monsieur le rapporteur, comme avec M. Falciani, par exemple. Et j'allais vous répondre cela. La situation de monsieur, la manière dont l'administration française, au sens large du terme, a traité le cas de M. Falciani montre que lorsque la protection d'une personne est nécessaire pour assurer le bon déroulement d'enquêtes sensibles, nous prenons toute disposition pour que cela soit le cas. Donc M. Condamine-Gerbier peut transmettre ces éléments, et je le lui ai demandé à l'administration fiscale, et s'il se sent menacé en raison des éléments dont il dispose, il sera bien entendu, à l'instar de M. Falciani, il pourra être protégé. En tous les cas, cette demande sera prise en compte. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je ne voudrais pas qu'on reproche à l'administration fiscale qui demande à ce qu'on lui transmette des éléments, avec beaucoup d'insistance, qu'elle ne les ait pas. Monsieur Condamine-Gerbier vienne nous les communiquer. Je lui ai indiqué ce matin quelle est l'adresse, et je peux lui indiquer aussi quel est l'étage et le bureau. Ce n'est pas le mien. C'est le bureau de fonctionnaires qui, de façon tout à fait professionnelle, font ce travail avec méticulosité absolue. Il peut être garanti du haut niveau de professionnalisme qui présidera à l'expertise de cette liste par les services de Bercy. Vous m'interrogez ensuite sur les demandes d'échange d'informations auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'affaire dite Cahuzac. Vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, un bilan annuel des échanges d'informations
dans le cadre de notre réseau conventionnel, est transmis au Parlement à l'occasion de la présentation de la loi de finances initiale sous la forme d'une annexe jaune au projet de loi de finances. Cette annexe comprend des données chiffrées qui répondent précisément à votre demande concernant en général les conventions d'échange d'informations, et nous actualisons par écrit année après année ce document. Concernant la demande adressée à la Suisse, comme toute information couverte par le secret professionnel ou fiscal, je m'engage à ce que tous les éléments qui vous sont communicables en votre qualité de rapporteur de la commission d'enquête puissent vous être transmis. Vous avez un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. J'ai déjà parfois pris les devants pour que ce contrôle puisse s'exercer dans des conditions de transparence absolue. Je vous confirme ici, devant la commission d'enquête, que si vous souhaitez exercer ce pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, la tâche vous sera grandement facilitée. L'information sur le sujet que vous m'indiquez, l'information judiciaire est en cours. Elle nous permettra de dire dans quelle mesure la réponse de l'administration fiscale suisse a pu donner de la situation de Jérôme Cahuzac une image erronée ou non. Et par ailleurs, les auditions parlementaires en cours ont déjà permis à Pierre Moscovici, au directeur général des finances publiques, de rappeler que les questions que l'administration fiscale a adressées aux autorités suisses étaient les plus larges possibles, aussi bien dans leur objet que dans la période et dans l'espace. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et sur Tracfin, Monsieur le Ministre, les vérifications pour être Tracfin par rapport aux informations évoquées. Je peux vous répondre sur ce sujet de façon générale. Je vous confirme que Tracfin et la DGFiP échangent efficacement les informations dont ils disposent. Et sur le cas particulier de M. Cahuzac? Si je répondais à cette question, monsieur le sénateur, j'enfreindrais un principe qui s'impose à moi, qui est celui du secret fiscal. Alors je comprends qu'il soit dans la nature de l'exercice de me pousser à cette faute, mais je ne la commettrai pas. Parce que un ministre doit s'appliquer à lui-même les règles que vous élaborez vous-même, qui sont des règles fondamentales qui garantissent, y compris la protection du contribuable dans le contradictoire. Donc moi je peux évoquer toutes les questions devant vous, à l'exception de celles que par le vote de la loi, vous m'avez interdit d'évoquer devant la représentation nationale. Donc je ne peux pas répondre à cette question sans enfreindre une règle que vous avez vous-même élaborée, et je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Mais je vous ferai plaisir en répondant à cette question, mais je me mettrai en défaut devant vous en le faisant, en enfreignant des règles de droit que vous avez vous-même élaborées. C'est la difficulté de l'exercice auquel le ministre du Budget est confronté. Parce que très souvent, j'entends dire mais on a écrit au ministre du Budget sur tel sujet, sur telle succession, sur telle affaire fiscale, il ne répond pas. Mais je ne peux pas répondre. Le propre du ministre du Budget, c'est lorsque il sait, parce qu'il sait ce que d'autres ne savent pas, il ne peut pas parler. Et que des tas de gens qui ne savent pas parlent à leur guise. Mais en revanche, monsieur le rapporteur, il y a un engagement que je prends devant vous. C'est que si vous voulez la réponse à cette question, votre pouvoir de contrôle sur pièce et sur place peut vous permettre de l'obtenir. Et je fais toujours tout, absolument tout, pour faciliter l'exercice par le parlementaire du contrôle sur pièce et sur place. Donc vous pouvez avoir la réponse à cette question par les pouvoirs qui vous sont conférés, mais je ne peux pas vous les donner moi-même, devant vous, en raison de l'obligation que vous m'avez faite par la loi de me conformer rigoureusement au secret fiscal. Pour être très clair, ma question ne portait pas sur la situation particulière d'un contribuable, mais sur le fonctionnement de l'organisme Tracfin. Sur le fonctionnement de l'organisme Tracfin, monsieur le sénateur, je vous confirme que l'échange régulier entre Tracfin et la DGFiP permet d'optimiser, de renforcer, de conforter l'efficacité du fonctionnement de l'administration de Bercy sur ces sujets. Bien, monsieur le ministre, messieurs, nous vous remercions.
Voilà pour l'audition de Bernard Cazeneuve, le ministre en charge du budget. Vous pourrez la revoir évidemment à tout instant sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée à tous sur notre chaîne.